Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons, donc comme je vous ai dit, nous allons visualiser directement le jeu d'échecs. Je trouve ça mieux, tout simplement, que de voir un écran d'ordinateur. Enfin, vous le verrez bien sûr sur un écran d'ordinateur, mais plutôt que de voir des écrans typiques des programmes d'échecs. Alors, on va commencer par d'abord voir les pièces. Alors, quelles sont les pièces? Les pièces, ce sont des pièces comme ceci. Donc, je vais vous montrer ici, voilà, des pièces avec des pièces blanches et des pièces noires. Alors, un joueur a les pièces blanches, un joueur a les pièces noires. Alors, quelles sont les pièces? Alors, en blanc et noir, ce sont les mêmes pièces pour les blancs et pour les noirs. Alors, il y a d'abord, je vais essayer de vous présenter ça de manière visible, mais autant les mettre sur le jeu. Vous avez d'abord les pions. Alors, le pion, petit, uniforme, sans identité. Le pion représente un peu la piétaille, le soldat. Vous avez les tours. Les tours qui ont typiquement la forme d'une tour. D'où le nom. Pièces puissantes. Ensuite, vous avez les cavaliers. Les cavaliers qui sont représentés souvent sous la forme d'un cheval, on dit parfois cheval, mais plutôt cavalier. Le jeu d'échecs, vous l'aurez compris, représente en quelque sorte une bataille. Une bataille entre deux camps, typiquement du type médiéval, avec roi et reine, etc. Et c'est d'ailleurs de là que vient le jeu. Et donc les cavaliers, forme de cheval, vous avez les fous, on dit parfois aussi bishop, qui vient de l'anglais, les fous ils ont un peu de ressemblance avec les pions, donc il faut se méfier un petit peu, mais ils sont plus grands. De plus, à bien y regarder, c'est fendu. En fait, le terme en français est fou, mais en anglais est bishop, qui est plus précis, et qui veut dire évêque. Et puisque originellement, c'est bien ce que ça représente, et non pas le fou du roi, au départ, et cette forme fendue représente en fait la mitre de l'évêque. Et c'est de là que ça vient, la forme est restée. Les formes du jeu sont des pièces de Stanton et elles sont tout à fait standardisées maintenant. Donc voilà le fou. Alors, autre pièce, la reine ou dame. La dame ou reine est une grande pièce avec une couronne. C'est la pièce la plus puissante du jeu. Et enfin, vous avez le roi, pièce absolument majeure, qui est parfois de la même taille que la reine ou la dame, mais souvent un peu plus grande, avec une couronne un peu plus élaborée, donc sous forme souvent de croix comme ça, ou parfois de couronne au style couronne des rois. On la distingue généralement assez facilement, petit risque de confusion aussi, ça peut arriver, mais un peu d'attention, un peu d'exercice d'habitude, et on les distingue facilement. Donc, le roi est la pièce la plus importante du jeu d'échecs, parce que c'est le roi que l'on veut attaquer et que l'on veut vaincre. Et c'est évidemment son propre roi que l'on doit protéger. C'est donc la pièce la plus importante. La dame est la pièce la plus puissante, le roi, la pièce la plus importante. On remarque là le machisme de l'époque où le jeu d'échecs a été inventé, il y a probablement plus de 1000 ans. Voilà donc pour les pièces présentes sur le jeu d'échecs. Il y en a donc 6 différentes, chacune avec ses déplacements propres, ses règles propres. C'est donc un peu plus compliqué que par exemple le jeu de dames, où on n'avait qu'un seul type de pièces, 2, en tenant compte des dames elles-mêmes, hein, donc les pions et les dames. Ici il y en a 6.
Donc il y a un peu plus de mouvements, de règles à apprendre, mais en définitive, c'est pas la mer à boire. Hein. Vous verrez, ça fait pas des centaines de choses, de règles à absorber. Il y a que des mouvements de 6 pièces, c'est tout. Voilà. Alors, ensuite, nous venons de le voir, il y a l'échiquier. L'échiquier est composé de cases, 8 cases sur 8 cases. Et les pièces se positionnent, bien sûr, sur les cases. Une pièce par case, ou pas de pièces, mais jamais 2 pièces sur une seule case. C'est une pièce par case, et le jeu se pratique en déplaçant les pièces de case en case. Les cases sont noires et blancs, ou plutôt, comme ici, souvent brun foncé, beige clair. Pourquoi pas noir et blanc comme le voudrait la règle? Mais souvent, c'est simplement pour des questions de contraste, pour éviter d'avoir du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Ça rendrait le jeu beaucoup moins lisible. Donc pour accentuer le contraste, on utilise plus souvent du brun. Alors, il y a l'orientation de ce jeu. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Alors, règle mnémotechnique, la case en bas à droite doit être une case blanche. C'est vrai des deux côtés. La case ici est une case blanche. Toujours. Ensuite, comment est structuré cet échiquier? On va voir juste quelques trucs élémentaires. On parle de ranger les lignes de cases comme ceci. Tout simplement. Ça, ce sont les rangées. Ensuite, vous avez les colonnes. À savoir, des lignes de cases comme ceci. Donc, vous vous représentez, vous, comme étant ici, devant, et vous jouez. Et devant vous, vous avez des colonnes. Des lignes de cases comme ceci. Et enfin, vous avez les diagonales. Comme ceci. Diagonale de case noire, diagonale de case blanche, dans l'autre sens aussi, etc. Voilà. Alors, les 4 cases ici, au centre, sont appelées le centre. C'est un peu logique. Il a une grande importance aux échecs, surtout en ouverture et en milieu de partie. Et les 8 cases ici, donc, les 16 cases ici, 4 sur 4, est parfois appelé centre étendu ou même centre tout court. C'est important de signaler parce que ce mot de centre intervient souvent dans la théorie. Voyons un peu maintenant, entrons dans le vif du sujet, la position initiale des pièces. Alors, les pièces vont être disposées comme ceci. On va d'abord avoir une rangée de pions. Donc, à nouveau, je l'ai bien dit, une pièce par case. Une de pion noir. Donc, pour vous qui jouez ici, vous avez les blancs et votre adversaire a les noirs de l'autre côté. Vous aurez les blancs ici, vous les noirs là-bas. Si on jouera dans la position des noirs, je retournerai parfois l'échiquier pour avoir une vue telle qu'on l'a du jeu. Le joueur noir regarde de ce côté et pas de ce côté ici, évidemment. De même, pour les blancs, les pions ici.
Voilà, alors, on a donc une rangée de pions blancs en deuxième rangée. Et une rangée de pions noirs en septième rangée. Ensuite viennent ce qu'on appelle les pièces légères et les pièces lourdes. Alors les pièces lourdes, c'est la tour, la dame et le roi. Les pièces légères, le fou et le cheval. Alors on met les tours dans les coins. Je dirais presque d'un point de vue mnémotechnique, c'est logique. Les tours sont au coin du camp, du champ de bataille. Puis viennent les cavaliers en deuxième position. Puis viennent les fous. Vous pouvez retenir mnémotechnique, hein. Les tours gardent les coins du champ de bataille et les fous sont à côté du roi. C'est les fous du roi. Donc les fous, ici, plutôt vu, comme je l'ai dit, comme un évêque en anglais ou par le passé, parce que il était fréquent que les évêques soient des conseillers du roi. Et puis vous avez le roi et la reine. Le roi et la reine. Alors, détail important, bien que ça soit symétrique, mais pour la littérature, le jeu, etc., il faut le savoir, c'est la position du roi et de la reine. Parce qu'on pourrait dire, tiens, mais pourquoi pas comme ça? Eh bien, la règle dit que les rois doivent se faire face et les dames doivent se faire face. Et moyen mnémotechnique pour savoir, pour se rappeler l'ordre dans lequel on les met, la reine doit être sur la reine blanche et sur une case de couleur blanche, blanc sur blanc, et la reine noire est sur une case de couleur noire. Donc petit moyen mnémotechnique assez simple et qu'on finit par vite oublier parce que ça devient automatique. Il s'agit donc tout ça ici de la position de départ, la position initiale. Donc, il ne s'agit pas ici de règles au cours de jeu. Les dames ne vont pas constamment se faire face, bien entendu, de même que les rois. Ce n'est que pour la position initiale. Alors, du point de vue des notations, et qui seront très employées aussi dans le langage verbal, j'en dirai un petit peu plus sur les notations pour noter les parties, hein, pour noter les coups, les parties, etc., les positions, etc. Il est utile de savoir ces notations, on les rencontre partout, et on les, en tout cas au moins pour les cases du jeu, on les emploie même oralement, quand on explique, quand on donne la théorie. Et donc, vous pouvez voir ici que vous avez les colonnes A, B, C, D, E, F, G, H. 8 colonnes. Et les rangées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une notation tout à fait standard. Notez que pour l'orientation de l'échiquier, c'est aussi un moyen mnémotechnique. Si c'est indiqué, si c'est marqué sur l'échiquier comme ici, ben vous savez que les lettres doivent être de votre côté. A, B, C, D jusqu'à H. Du côté des blancs. Parce que du côté des noirs, c'est à l'envers. H, G, F, E, etc. Et de même dans l'autre sens. Hein. 8, 7, 6, 5. Donc, c'est inversé, blanc et noir, bien entendu. Mais la position des cases est réglée d'après les blancs. A jusqu'à H, 1 jusqu'à 8. Et comment désigne-t-on une case? Mais très simplement. Prenons celle-ci. Elle est sur la colonne E et la rangée 4. On dit donc que c'est la case E4. Tout simplement. Celle-ci est la case A1, celle-ci la case H8. Il n'y a pas à savoir plus. Alors,
les noms des pièces et leur notation. Alors là, on fait simple. On emploie la première lettre. Ainsi, le pion, c'est la lettre P, souvent omise d'ailleurs. Souvent, on ne le met pas, en sachant que l'absence de la lettre est le pion. Mais sinon, le pion, c'est P. La tour, c'est T. Le cavalier, c'est C. Ça marche aussi pour cheval. Le fou, c'est F. La dame, c'est D. Alors on ne dit pas rien, parce que sinon on confondrait avec le roi. Le roi, c'est R. Donc c'est facile. P, T, C, F, D, R. Pion, tour, cavalier, fou, dame, roi. Et quand on dit qu'on a un pion en E4, on va écrire P, E4. Un pion en E4 s'écrit P, E4. Un fou, ici en B5, s'écrit F, B5. C'est donc très simple. Et c'est universel et répandu. Il existe quelques autres notations. J'ai parfois été dégoûté d'ailleurs en tombant dessus. Mais ce que nous voyons ici avec nos notations, c'est les notations les plus courantes. Celles qu'on rencontre presque partout. Et dans la littérature, sur Internet, c'est quasiment toujours ces notations-là que vous verrez. Les autres sont devenues rares, voire anecdotiques. Alors, attention, parce que vous verrez souvent des parties décrites en anglais. Parce que ça a été écrit par un anglais ou parce que l'auteur a adopté des notations anglaises. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, ces parties vous intéresseront, parce que ce qui compte, ce sont les coups, ce sont les mouvements, les pièces. Même si vous n'arrivez pas à lire le texte ou le peu de texte qui est à côté, les coups, la partie elle-même, peut vous intéresser. Et donc, quelles sont les différences? Eh bien, les lettres et les chiffres, c'est le même. Mais les lettres associées aux pièces sont différentes. Malheureusement. Alors, c'est pas très difficile. Le pion, ça reste le pion. C'est P. En fait, c'est pas A. Mais ça reste un P. La tour, là, c'est différent. En anglais, on utilise la lettre R. R pour rook, qui veut dire tour. Le cavalier, ça reste un C. Tant mieux. Et je vous l'ai dit, lui, c'est l'évêque, c'est-à-dire le bishop, en anglais. Et donc, en anglais, on note un B. Donc, retenez bien ces lettres. Hein. La dame est souvent appelée reine en anglais. Parce que là, il n'y a pas de confusion. On dit queen. Hein, ça, vous devez connaître. Hein, God save the queen. Hein, en anglais. C'est un mot d'anglais qu'on doit connaître, c'est celui-là. Avec peut-être Weekend. Hein. Et donc, la lettre utilisée pour la dame, c'est le Q. Et enfin, le roi, c'est King. Ça aussi, vous devez connaître, comme Burger King. Bien que chez nous, on est plutôt des McDo ou des Quick. Mais King est un terme très connu qui veut dire roi. Et là, c'est la lettre K. Donc, retenez bien. En français, P, T, C, F, D, R. Et en anglais, P, R, C, B, Q, K. D, dame, en D5, ou Q, queen, en D5, etc. Voilà. Assez pour cette base, cette position initiale. Retenez bien là, revoyez là, et pratiquez. Alors, vous ne connaissez pas encore le jeu, hein, mais vous pouvez vous amuser avec. Hein. Et dans la prochaine vidéo, ce que nous verrons, ce sont les règles du jeu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on joue. Alors, ça serait très insuffisant. Il est impossible de jouer correctement aux échecs sans en apprendre un peu plus. C'est une des particularités du jeu d'échecs. Avec, par rapport à bien d'autres jeux, comme des jeux de cartes ou le jeu de dames, une particularité qu'il partage d'ailleurs avec d'autres jeux, comme le Go,
À savoir qu'il y a une différence absolument colossale de force, de qualité de jeu entre les plus faibles joueurs et les plus forts. La différence est phénoménale. On trouvera un joueur 1 qui se fait écraser par le 2 qui se fait écraser par le 3 par le 4, etc., jusqu'à arriver au champion du monde avec des dizaines de joueurs entre les deux. Les différences de niveau sont énormes. Et donc, on comprend très facilement que juste apprendre des règles, c'est insuffisant. Il faut en savoir un peu plus, ne fût-ce qu'au départ. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous commencerons d'abord par ces règles. Je vous remercie.